La grande salle du Conseil galactique se tut tandis que Zixatara avançait péniblement vers la barre des témoins. Son carapason, jadis fier, était fissuré et marqué de cicatrices. Un liquide vert foncé s'échappait encore de blessures qui refusaient de guérir. Là où son bras inférieur gauche aurait dû se trouver, un dispositif mécanique rudimentaire cliquetait à chaque mouvement. Les autres membres du Conseil se tordaient d'inconfort sur leur siège en la regardant. Zixatara avait été belle autrefois, selon les normes Kidvar. Sa carapace avait brillé comme une émeraude polie, et ses avant-bras s'étaient mus avec la grâce mortelle d'une guerrière née. Maintenant, elle ressemblait à quelque chose qui aurait rampé hors d'un cauchemar. Les aliens assemblés n'avaient jamais vu une guerrière Kadvar dans un tel état. Les Kadvar étaient connus dans toute la galaxie comme des combattants invincibles. Ils conquéraient des mondes avant le petit déjeuner et écrasaient les rébellions avant le déjeuner. « Indiquez votre nom et votre grade pour le dossier », dit le conseil prime Vélos. Sa forme éthérée vacillait légèrement, montrant son malaise face à la situation. Zixatara, ancienne capitaine de bataille de la 47e Légion d'assaut, commandement militaire Hégémonie, répondit-elle. Sa voix était une suite de cliquetis et de sifflements, traduits par le système linguistique universel du Conseil. Même à travers la traduction, sa douleur était palpable. « Vous êtes la seule survivante de la rencontre de votre légion avec l'espèce humaine sur le monde qu'ils appellent New Haven. Est-ce correct? » « Oui. » Le mot sortit plat et vide. Vélos flotta plus haut sur son siège. Autour de la grande salle, des représentants de 47 espèces différentes se penchèrent en avant. La plupart n'avaient jamais entendu parler des humains avant ce jour. Ceux qui en avaient entendu parler les considéraient comme une blague. Une espèce primitive à peine digne d'intérêt. Dites-nous ce qui s'est passé. Zixatara ferma ses yeux composés un instant. Quand elle les rouvrit, il semblait fixer quelque chose de lointain et de terrible. Les humains étaient censés être faciles, commença-t-elle. Le commandement nous a dit que c'était une jeune espèce, à peine passé les armes nucléaires, pas de vraie armée, pas de technologie avancée, juste des fermiers et des mineurs dispersés sur quelques dizaines de mondes. Quelques membres du Conseil émirent des sons qui auraient pu être des rires. L'idée que les puissants Kisvar soient troublés par des fermiers les amusait. Nos renseignements indiquaient que New Haven comptait 50 000 civils et peut-être 2 000 soldats. Nous avons amené 12 dreadnoughts et 200 vaisseaux de soutien. La 47e Légion comptait 10 000 de nos meilleurs guerriers. Cela aurait dû être fini en une journée. Mais ça ne l'a pas été, observa Bélos. Non, ça ne l'a pas été. Le bras mécanique de Zixatara tressaillit. Le souvenir était clairement douloureux. Nous avons suivi la procédure standard. Nous sommes arrivés dans le système et avons envoyé le message habituel. Rendez-vous pacifiquement et vous serez relogés sur des mondes de réserve. Continuez à résister et faites face à l'annihilation complète. Chaque espèce que nous avons rencontrée a choisi la reddition une fois qu'elle a vu notre flotte. Et les humains. Le commandant humain s'appelait Jake Collins, un vieux mâle aux cheveux gris et aux cicatrices sur le visage. Nous nous attendions à ce qu'il implore la pitié ou tente de négocier. Au lieu de cela, sa réponse a été de 3 mots. « Venez les prendre ». La chambre du conseil éclata en bavardage confus. Plusieurs espèces n'avaient jamais entendu personne répondre aux exigences de l'hégémonie avec un tel défi décontracté. Nous pensions que c'était une erreur de traduction, poursuivit Zixatara. Alors nous avons renvoyé le message. Cette fois, nous avons inclus des enregistrements visuels d'autres mondes que nous avions conquis. Des villes en flammes, des armées brisées, les images habituelles qui convainquent les populations de se rendre. Quelle a été leur réponse? Zixatara émit un son qui aurait pu être un rire, mais il n'y avait aucun humour dedans. L'humain nous a envoyé un message vidéo. Collins se tenait devant son centre de commandement, entouré de ses officiers. Derrière eux, nous pouvions voir des civils humains, des mâles, des femelles, même leurs jeunes, tous travaillant ensemble pour construire des défenses. Et ils chantaient une sorte de chant de guerre humain. Collins a regardé directement la caméra et a dit quelque chose qui hante encore mes rêves. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous avez fait à d'autres mondes. Mais vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas ce que les humains font quand vous menacez nos familles. Vous êtes sur le point d'apprendre. La chambre était maintenant silencieuse. Même les membres du conseil les plus sceptiques étaient attentifs. Puis la chose la plus étrange est arrivée, poursuivit Zixatara.
Une femme humaine est apparue à côté de Collins. Son nom était Lisa Park. Elle n'était pas une soldate. Elle était une sorte de scientifique ou de médecin. Elle a regardé notre caméra et a souri. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. « Un sourire vous a fait peur ?» demanda le conseiller Rikstal, ses tentacules se tordant d'amusement. Zigzatara tourna son regard abîmé vers lui. « Les sourires humains ne sont pas comme les nôtres. Quand nous montrons du plaisir, c'est une émotion simple. Quand les humains sourient face à une mort certaine, cela signifie tout autre chose. Cela signifie qu'ils ont accepté qu'ils vont mourir et ils ont décidé de vous faire payer le prix fort. » L'amusement mourut dans les tentacules de Rikstal. Le docteur Park n'a dit qu'une seule phrase avant que la transmission ne se termine. « Nous ferons en sorte que vous vous souveniez de nous. » Puis le canal s'est éteint. Bellows traita cette information. « Alors vous avez commencé votre assaut. » Nous leur avons donné 24 heures pour reconsidérer. Protocole standard. Pendant ce temps, nos capteurs ont détecté une activité massive à la surface de la planète. Nous avons supposé qu'ils essayaient d'évacuer ou de se cacher. Ce n'était pas le cas. Ils se préparaient à se battre. Pas seulement les soldats, tout le monde. Notre surveillance a montré des enfants humains, certains qui pouvaient à peine marcher, aidant à transporter des fournitures. Des humains âgés qui auraient dû être sous soins médicaux travaillaient aux côtés de jeunes guerriers. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Zigzatara fit une pause pour ajuster son bras mécanique. L'appareil étincela légèrement. Quand le délai a expiré, nous avons envoyé un dernier message. Collins est apparu à l'écran à nouveau. Cette fois, il n'était pas seul. Toute la population humaine était derrière lui. Les 50 000. Ils s'étaient rassemblés sur la place principale de la colonie pour se rendre, pour se dire au revoir, et pour nous faire une promesse. Le conseil attendit. Collins a parlé pour eux tous. Il a dit « Vous pouvez tous nous tuer, vous le ferez probablement. Mais nous vous ferons tellement de mal que vous y penserez à 2 fois avant de menacer un autre monde humain. Nous ne nous battons pas seulement pour New Haven. Nous nous battons pour chaque humain qui viendra après nous. Souvenez-vous de nos noms. Souvenez-vous de ce que nous vous avons coûté. » Zigzatara regarda autour de la chambre, croisant le regard de chaque membre du conseil. Puis chaque humain sur ce monde, soldats et civils, jeunes et vieux, éleva sa voix ensemble dans ce même chant de guerre que nous avions entendu auparavant. 50 000 voix chantant la mort et la gloire, tandis que notre flotte se préparait à les détruire. Elle se pencha en avant sur sa chaise. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions commis une terrible erreur. Mais il était trop tard pour arrêter ce qui allait arriver. La chambre du conseil resta silencieuse tandis que Zigzatara poursuivait son témoignage. Son bras mécanique émettait de petits bruits de grésillement alors qu'elle ajustait sa position. Le bombardement orbital devait commencer à l'aube du 3e jour, dit-elle. Le protocole standard prévoyait de détruire les cibles militaires en premier, puis de donner aux civils une dernière chance de se rendre avant que nous ne rasions leur ville. Le conseil Prime Velos flotta légèrement plus bas. Mais vous n'avez pas commencé par des frappes orbitales. Non, le commandement a décidé de faire de New Haven un exemple. Il voulait que les autres mondes humains voient ce qui arrivait lorsque les espèces défiaient l'hégémonie. Donc, au lieu d'un bombardement, nous allions débarquer des forces terrestres et prendre la planète intacte. Les yeux composés de Zigzatara semblaient se concentrer sur quelque chose qu'elle seule pouvait voir. J'ai fait partie de la première vague. 5 000 guerriers dans des modules d'assaut atterrissant directement sur leur colonie principale. Nos renseignements disaient que les humains avaient construit des murs défensifs basiques autour de leur colonie. Rien qui puisse arrêter les troupes d'assaut Khadvar. Elle fit une pause, sa respiration devenant laborieuse. Quand nos modules ont touché le sol, nous nous attendions à affronter quelques centaines de défenseurs effrayés se cachant derrière des barricades improvisées. Ce que nous avons trouvé à la place était impossible. Impossible comment? Toute la colonie avait été transformée en forteresse. Pas seulement les murs. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque espace ouvert avait été transformé en un terrain de mort. Mais ce n'était pas la partie impossible. Zigzatara se leva lentement, son corps abîmé protestant contre le mouvement. La partie impossible était qu'il l'avait fait en 3 jours. 48 000 civils et 2 000 soldats avaient complètement redessiné leur ville en 72 heures. Des structures qui auraient dû prendre des mois à construire étaient partout. Des positions défensives qui auraient défié nos meilleurs ingénieurs militaires sont apparues du jour au lendemain. Le conseiller Rikstal se tortillait d'inconfort.
Peut-être leur technologie était-elle plus avancée que vous ne le pensiez. Non, nous avons tout scanné. Des outils humains basiques, des explosifs simples, des armes primitives. Mais ils les ont utilisés d'une manière que nous n'avions jamais vue. Ils ont transformé du matériel agricole en armes. Ils ont fabriqué des bombes à partir d'engrais et de produits chimiques ménagers. Des enfants qui auraient dû se cacher transportaient plutôt des munitions vers des positions de combat. Le bras mécanique cliqueta, tandis que Zixatara pointait vers l'écran de visualisation. « Montrez-leur les enregistrements de ma caméra de casque », demanda-t-elle. L'écran s'anima, montrant la vue du point de vue d'un guerrier Khadvar. L'image était tremblante et pleine de statique due aux dommages de la bataille, mais suffisamment claire pour voir. Dans l'enregistrement, les troupes d'assaut Khadvar avançaient dans ce qui avait été une rue de colonie paisible. Maintenant, c'était un labyrinthe de barrières de béton, de pointes métalliques et de positions de tir cachées. Les bâtiments des deux côtés avaient été modifiés avec des embrasures de tir et des murs renforcés. C'était la rue principale, expliqua Zixatara. 3 jours plus tôt, c'était une zone de marché normale, où les humains achetaient de la nourriture et des vêtements. Ils l'avaient transformée en un tunnel de la mort. L'enregistrement montrait des guerriers Khadvar avançant prudemment. Soudain, des explosions éclatèrent de plusieurs directions. La caméra trembla violemment, alors que le guerrier qui la portait était renversé. « 47 de mes guerriers sont morts dans les 30 premières secondes, » dit Zixatara doucement. Mais ce n'était pas le pire. La vue de la caméra s'est stabilisée, montrant des défenseurs humains émergeant de positions dissimulées. Ils se déplaçaient avec une coordination qui témoignait d'un entraînement intensif, mais leur équipement était clairement improvisé. Le pire était leur visage. L'enregistrement a zoomé sur un homme qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Il saignait de plusieurs blessures et portait une arme qui semblait avoir été assemblée à partir de pièces de rechange, mais il souriait. « Nous avions combattu des dizaines d'espèces à travers la galaxie, » a poursuivi Zixtater. « Quand des êtres sont confrontés à une force écrasante, ils montrent de la peur, de la colère ou du désespoir. Les humains montraient de la joie. Ils étaient heureux de nous combattre. » L'enregistrement a continué à montrer d'autres défenseurs humains. Une femme âgée qui se déplaçait avec difficulté, mais manipulait des explosifs avec une habileté experte. Un jeune homme qui avait perdu son œil gauche, mais continuait à utiliser une arme lourde, avec une précision mortelle. Tous avaient ce même sourire terrible. « Nous avons appelé des renforts », a déclaré Zixter. Le commandement a envoyé 3000 guerriers supplémentaires. Ils sont morts tout aussi rapidement. L'écran a montré une nouvelle scène. L'intérieur de ce qui avait été un centre commercial. Les humains l'avaient converti en une forteresse à plusieurs niveaux, avec des positions de tir interconnectées et des passages dissimulés. C'est là que j'ai rencontré le docteur Lisa Park pour la 2e fois. L'enregistrement a montré une femme humaine vêtue d'une blouse de laboratoire tachée de sang. Elle était agenouillée à côté de défenseurs humains blessés, traitant leurs blessures tandis que des explosions secouaient le bâtiment autour d'eux. C'était une doctoresse, a expliqué Zixter. Elle aurait dû se cacher dans un abri ou essayer de s'échapper. Au lieu de cela, elle était au cœur des combats les plus intenses, sauvant la vie de son peuple afin qu'il puisse continuer à tuer le mien. La vue de la caméra s'est rapprochée du docteur Park. Elle a levé les yeux à l'approche du guerrier Khtar, et son visage ne montrait aucune peur, seulement ce même sourire inquiétant. « Elle m'a parlé », a dit Zixter. Même si elle savait que j'étais là pour la tuer, elle m'a parlé dans un Khadvar parfait. Les membres du conseil se sont penchés en avant. Très peu d'espèces prenaient la peine d'apprendre la langue Khadvar. Qu'a-t-elle dit? La voix de Zixter est devenue très douce. Elle a dit « Votre peuple a fait une erreur en venant ici. Nous vous avons étudié. Nous avons appris votre langue, vos tactiques, vos faiblesses. Vous ne savez rien de nous. C'est pourquoi vous allez perdre. » L'enregistrement a montré le docteur Park retournant auprès de ses patients, comme si le guerrier Khvar armé ne représentait aucune menace. Elle a continué à soigner les humains blessés pendant que la bataille faisait rage autour d'elle. Puis elle a fait quelque chose qui a brisé toutes les règles de guerre que je comprenais. L'écran a montré le docteur Park sortant un petit appareil de sa blouse. Il avait l'air anodin, comme un instrument médical. Elle a déclenché une impulsion électromagnétique localisée. Elle a désactivé les armes et les systèmes d'armure de mon guerrier. Mais au lieu de le tuer alors qu'il était sans défense, elle est retournée soigner ses blessés.
Zixtera s'est tournée pour faire face directement au Conseil. Elle nous a rendus impuissants, puis elle nous a ignorés comme si nous n'étions pas dignes de son attention, comme si soigner son peuple était plus important que de nous combattre. L'enregistrement s'est terminé, laissant la chambre dans l'obscurité. C'est alors que j'ai commencé à comprendre ce à quoi nous étions réellement confrontés, a déclaré Zixata. Ce n'était pas une bataille entre armées, c'était toute une population qui avait décidé de résister avec tout ce qu'elle avait. Chaque humain sur ce monde, du plus jeune enfant au plus vieil adulte, faisait partie de leur conseil militaire. Priméos a traité lentement cette information. Combien de victimes avez-vous subi le premier jour? 8000 guerriers morts ou blessés. Presque toute notre force de débarquement. Et les humains. Le bras mécanique de Zixtera a de nouveau étincelé. Moins de 200. Mais chaque humain qui est mort a emporté plusieurs Kisvar avec lui. Et les survivants ont juste souri et ont continué à se battre. La voix de Zixatar est devenue plus douce, tandis qu'elle poursuivait son témoignage. La chambre du conseil était si silencieuse que les seuls sons étaient le doux bourdonnement des systèmes de traduction et le vrombissement mécanique de son bras prothétique. Le deuxième jour, le commandement a envoyé toute la force de réserve, a-t-elle commencé. 15 000 guerriers cathares frais, plus un soutien blindé et une couverture aérienne. Nous n'avions jamais eu besoin d'autant de troupes pour prendre une seule colonie humaine. Elle a fait une pause, sa carapace endommagée reflétant les lumières de la chambre en motifs fracturés. Les humains avaient utilisé la nuit pour reconstruire leur défense. D'une certaine manière, ils les avaient rendues plus fortes. Nous avons trouvé de nouveaux obstacles, de nouvelles armes, de nouvelles positions tactiques qui n'étaient pas là la veille. C'était comme si toute la colonie était vivante et devenait plus dangereuse d'heure en heure. Le conseiller Prime Vélo s'est penché en avant. Recevait-il de l'aide extérieure? Non, nos capteurs auraient détecté tout vaisseau ou largage de ravitaillement. C'étaient les mêmes 50 000 humains travaillant avec les mêmes matériaux de base qu'ils avaient toujours eus. Mais ils les utilisaient d'une manière qui défiait la logique. Zixtera a réactivé l'écran de visualisation. De nouvelles images sont apparues, plus chaotiques et violentes qu'auparavant. Cet enregistrement provient du deuxième assaut sur le secteur 7. Regardez attentivement. L'écran a montré des troupes cathares avançant dans un quartier résidentiel. Les maisons semblaient normales de l'extérieur, mais alors que les guerriers se déplaçaient entre elles, les bâtiments eux-mêmes ont commencé à attaquer. Les humains avaient transformé leurs propres maisons en armes, a expliqué Zixter. Des murs qui explosaient vers l'extérieur, des sols qui s'effondraient dans des fosses à pointe, des plafonds qui laissaient tomber des filets remplis d'explosifs. Ils avaient transformé leur quartier en un piège géant. L'enregistrement a montré un guerrier Khadvar s'approchant de ce qui ressemblait à une maison abandonnée. Alors qu'il atteignait la porte, toute la structure s'est effondrée vers l'intérieur, emportant 3 guerriers supplémentaires avec elle. Mais des décombres, un humain a émergé, blessé, mais toujours combattant. C'était Ryan Scott, un homme, peut-être 30 ans. Il était ouvrier de maintenance avant la guerre. Il n'avait jamais été soldat. L'écran a zoomé sur Scott alors qu'il engageait plusieurs guerriers cathares avec rien d'autre qu'un tuyau métallique et une sorte de spray chimique. Ses mouvements étaient maladroits par rapport à ceux des combattants entraînés, mais il se battait avec une férocité qui stupéfiait les extraterrestres. Il a tenu cette intersection pendant 6 heures, a dit Zixtister, seul. Nous lui avons tiré dessus 17 fois, mais il ne voulait pas rester au sol. Chaque fois que nous pensions qu'il était mort, il se relevait et continuait à se battre. Les images ont montré Scott encaissant coup après coup, saignant de multiples blessures, mais n'arrêtant jamais son attaque. Son visage était un masque de douleur et de détermination. Quand nous l'avons finalement maîtrisé, il était à peine en vie. N'importe quel être rationnel se serait rendu ou serait mort. Au lieu de cela, il a retiré les goupilles de 4 grenades et a essayé d'emporter mon escouade avec lui. L'écran a clignoté en blanc tandis que les explosifs détonaient. Il n'a pas réussi à nous tuer, mais il a retardé notre avance suffisamment longtemps pour que d'autres défenseurs humains atteignent la zone. Cette intersection nous a coûté 200 guerriers et 3 heures de temps précieux. Zix. Thor a changé l'enregistrement pour montrer une zone différente. C'est Amy White. Elle était ingénieure et concevait des systèmes de traitement de l'eau. Une civile sans formation militaire. L'écran a montré une femme humaine, travaillant frénétiquement à l'intérieur de ce qui ressemblait à un immeuble d'appartement. Elle connectait des câbles et des appareils,
tandis que des explosions secouaient la structure autour d'elle. Elle avait converti son bâtiment en une bombe, pas un simple explosif, quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Elle a calculé la charge exacte nécessaire pour faire tomber son bâtiment et les deux structures à côté. L'enregistrement a montré des troupes Kedvar entrant au rez-de-chaussée du bâtiment, avançant prudemment à travers ce qui avait été un hall. Elle a attendu que 300 de nos guerriers soient à l'intérieur, puis elle a déclenché l'appareil. L'écran a montré le bâtiment s'effondrer dans une démolition contrôlée. La structure s'est repliée sur elle-même, écrasant les forces cathares, tout en laissant les bâtiments environnants intacts. Mais elle ne s'est pas échappée avant de le faire détonner, a poursuivi Sixt. Elle est restée à l'intérieur pour s'assurer que le timing était parfait. Dans la dernière transmission de son communicateur, on pouvait l'entendre rire alors que le bâtiment s'effondrait. Les membres du conseil se sont agités inconfortablement. L'idée de quelqu'un riant en mourant dans une explosion était profondément dérangeante pour la plupart des espèces. Le pire cas fut le sergent Dan Murphy. Un nouvel enregistrement est apparu, montrant un homme humain en uniforme militaire. Il était plus âgé que les autres, avec des cheveux gris et de nombreuses cicatrices qui témoignaient de batailles précédentes. Murphy était différent des combattants civils. C'était un soldat professionnel, mais ce qu'il a fait allait au-delà de tout ce qui se trouvait dans nos manuels militaires. Les images ont montré Murphy défendant un poste médical où des humains blessés étaient soignés. Il était entouré d'au moins 20 guerriers Kedvar, largement en infériorité numérique. « Regardez son bras gauche », a ordonné Sixter. L'enregistrement a montré Murphy recevant un coup direct d'une arme à plasma Kedvar. Son bras gauche a été sectionné à l'épaule, s'éloignant dans une gerbe de sang. N'importe quel être normal serait entré en état de choc et se serait effondré. Murphy a ramassé son bras sectionné et l'a utilisé comme une matraque. L'écran a montré la vue impossible d'un guerrier humain frappant des soldats extraterrestres avec son propre membre démembré, tandis que le sang coulait de sa blessure. Il a combattu pendant 20 minutes supplémentaires dans cet état. Quand il est finalement tombé, il avait tué 8 guerriers Kithar et blessé 12 autres. Même en mourant, il essayait toujours de nous attaquer avec sa main restante. Sixter a éteint l'écran et a fait face directement au conseil. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'est ainsi que chaque humain s'est battu. Ils ne comprenaient pas le concept de situation désespérée. Quand ils étaient acculés sans issue, ils ne se rendaient pas. Ils devenaient plus dangereux. Elle a commencé à faire les 100 pas, son bras mécanique cliquetant à chaque pas. Nous avons tout essayé. Le gaz lacrymogène n'a eu aucun effet. Ils avaient des masques improvisés. Les armes soniques étaient inutiles. Ils se sont battus sourds et désorientés. Nous avons même essayé la guerre psychologique, diffusant les sons d'humains mourants pour briser leur morale. Quelle a été leur réponse? Ils ont répondu, mais pas avec des sons de peur ou de chagrin. Ils nous ont envoyé des enregistrements d'enfants humains, chantant la même mélodie de guerre que nous avions entendue le premier jour. Tandis que leur cité brûlait autour d'eux, tandis que leurs amis et leurs familles périssaient, ils chantaient la victoire et la mort avec une joie égale. Sixter cessa de faire les 100 pas et regarda directement Vélos. À la fin du 2e jour, nous avions subi 12 000 pertes. Les humains en avaient perdu 1 millier, se semble-t-il. Mais chaque décès humain paraissait renforcer la détermination des survivants. La perte ne les affaiblissait pas, elle les revitalisait. Un silence profond enveloppa la salle, tandis que les implications de ces révélations s'imposaient. Au 3e matin, le commandement décida de lancer un bombardement orbital. Nous anéantirions la colonie depuis l'espace, plutôt que de continuer à perdre nos troupes au sol. Mais quelque chose s'y opposa. Le bras mécanique de 6e commença à émettre des étincelles plus fréquemment. La docteure Lisa Park s'y était opposée. La même femme humaine qui soignait les blessés dans le centre commercial. Qu'avait-elle bien pu faire durant les 2 jours de combat au sol? Convertir les réacteurs à fusion de la colonie en une arme capable d'atteindre nos vaisseaux en orbite. Le conseil éclata en bavardages alarmés. Plusieurs espèces n'avaient jamais envisagé une telle possibilité. Elle avait transformé des centrales civiles en systèmes de défense orbitale, et pire encore, en un piège. Le grincement mécanique du bras prothétique de Sixter s'intensifia à mesure qu'elle abordait la partie la plus douloureuse de son témoignage. Ses yeux à facettes parurent perdre leur clarté, fixant des souvenirs qui hantaient ses rêves. La frappe orbitale devait débuter à l'aube du 4e jour, poursuivit-elle.
L'amiral Crichtel avait positionné l'ensemble des 12 cuirassés en parfaite formation de bombardement. Les boucliers de la colonie cédaient. La victoire était assurée. Elle marqua une pause, sa respiration devenant difficile. La docteure Lisa Park avait d'autres projets. L'écran de visualisation s'activa de nouveau, montrant la flotte du point de vue des caméras de passerelle du vaisseau amiral. 12 immenses cuirassés cathares étaient suspendus dans l'espace comme des astres obscurs, leurs armes se chargeant pour l'assaut final. Précisément à l'aube, nos capteurs détectèrent des pointes d'énergie massives provenant de la surface de la planète. Nous pensions que les humains tentaient une ultime défense désespérée avec leurs générateurs de boucliers restants. L'enregistrement montrait l'équipage de passerelle travaillant calmement à leur poste. Confiant dans sa supériorité écrasante, l'amiral Krix se tenait au centre, s'apprêtant à donner l'ordre de tirer. Puis la surface de New Haven commença à luire. L'écran montra le monde colonial s'embraser soudainement, comme si un nouveau soleil naissait à sa surface. Le Dr Park avait connecté les 6 réacteurs à fusion en série. Elle avait transformé le réseau électrique de la planète en une unique arme énergétique dirigée colossale. Les membres du Conseil se penchèrent en avant, s'efforçant de saisir les implications. Cela aurait dû anéantir la planète, observa le conseiller Rickstall. Cela aurait dû, mais les ingénieurs humains ne raisonnent pas comme nous autres. La Dr Park avait précisément calculé la puissance nécessaire pour neutraliser nos vaisseaux sans détruire la planète. Elle avait transformé la fusion nucléaire en un instrument de haute précision. L'enregistrement montrait des faisceaux d'énergie pure s'élevant de la surface de la planète, touchant simultanément 6 des cuirassés. Les immenses vaisseaux s'éteignirent instantanément, leur système d'alimentation surchargé et leurs armes désactivées. 6 cuirassés neutralisés en 30 secondes, déclara 6e d'une voix basse. Mais ce ne fut pas le pire. Quel fut le pire? Le pire fut la transmission de la Dr Park immédiatement après l'attaque. L'écran montra une communication depuis la surface de la planète. La Dr Park apparut, debout dans ce qui restait de son laboratoire. La pièce était emplie de fumée et d'étincelles provenant d'équipements surchargés, mais elle paraissait calme et satisfaite. Elle dit « Bonjour, amiral. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. J'ai encore suffisamment d'énergie pour 5 autres tirs, et vos vaisseaux restants sont à portée parfaite. Souhaitez-vous vous rendre maintenant, ou devons-nous continuer ?» La salle se figea dans un silence complet. L'idée que 50 000 humains réclament la reddition d'une flotte hégémonique était impensable. L'amiral Krix était si stupéfait qu'il considéra réellement son offre. 6e poursuivit, mais ensuite nos capteurs à longue portée détectèrent de nouveaux contacts s'approchant du système. L'enregistrement bascula sur l'affichage tactique. Un unique vaisseau s'approchait, minuscule comparé à l'imposante flotte cathare. Un vaisseau humain face à 6 cuirassés opérationnels et 200 vaisseaux de soutien. Nous pensions qu'il s'agissait d'un vaisseau de ravitaillement tentant d'évacuer la colonie. Le bras mécanique de Zix Latera commença à émettre des étincelles plus violemment. C'était l'UES Liberty, commandé par le capitaine Beth Morgan, un croiseur lourd avec un équipage de 800 humains. L'écran montra le vaisseau qui s'approchait. Il était élégant et fonctionnel, clairement conçu pour la guerre, mais désespérément en infériorité numérique. Le capitaine Morgan initia les communications avec un message qui me hante toujours dans mes rêves. L'enregistrement montrait une femme humaine en uniforme militaire impeccable. Elle avait des cheveux gris courts et des cicatrices sur le visage qui témoignaient de nombreuses batailles, mais son regard était calme et rempli de confiance. Elle déclara « Ici le capitaine Beth Morgan de l'United Earth Ship Liberty. Vous avez attaqué une colonie humaine et causé la mort de civils humains. C'est ici que nous vous faisons face. À tous les vaisseaux, ceci est votre unique avertissement. Quittez ce système immédiatement, ou nous vous renverrons chez vous en pièces détachées. » La salle du conseil fut agitée d'un brouhaha nerveux. L'audace d'une telle déclaration dépassait l'entendement. Un seul vaisseau menaçant une flotte entière, songea Velos. Que s'est-il passé ensuite? L'amiral Kickstall ordonna à tous les vaisseaux restants de détruire le Liberty. 200 vaisseaux convergeant vers une seule cible. Cela n'aurait dû prendre que quelques secondes. L'enregistrement montra l'immense flotte cathare se dirigeant vers le minuscule vaisseau humain, ses armes se chargeant et ses missiles étant lancés. Mais le capitaine Morgan n'avait pas l'intention de mener une bataille conventionnelle. L'écran montra le Liberty accélérant directement vers la flotte et non s'éloignant, tandis que les armes ketvariennes le ciblaient. Le vaisseau humain effectua des manœuvres qui auraient dû être impossibles.
Elle utilisa nos cuirassés désactivés comme couverture, volant entre eux et utilisant leurs coques pour bloquer nos tirs. Mais ce n'était là que le commencement. L'enregistrement devint chaotique, alors que le Liberty engageait plusieurs cibles simultanément. Les armes du vaisseau humain n'étaient pas aussi puissantes que les canons Qatar, mais elles étaient utilisées avec une précision dévastatrice. « Regardez cela », dit Sixième, désignant l'écran. Le Liberty s'approcha d'un des cuirassés désactivés et tira directement sur son réacteur principal. L'explosion qui s'ensuivit détruisit 2 vaisseaux de soutien proches et en endommagea 3 autres. Elle utilisait nos propres vaisseaux comme armes contre nous. La bataille continua. Le Liberty filant entre les imposants vaisseaux Qatar comme un prédateur chassant dans un troupeau. Chaque attaque était parfaitement calculée pour infliger un maximum de dégâts, avec un minimum de risque. « Comment était-ce possible ?» demanda Vitos. « Un seul vaisseau contre tant d'autres ?» Le capitaine Morgan avait étudié nos tactiques pendant des décennies. Elle savait exactement comment fonctionnaient les flottes Qatar, quelles étaient nos faiblesses, comment pensaient nos commandants. Elle avait transformé notre force en notre faiblesse. L'enregistrement montra le Liberty éperonner un croiseur endommagé dans un cuirassé intact, détruisant les 2 vaisseaux tout en évitant elle-même des dégâts sérieux. Mais le plus terrifiant n'était pas sa tactique, c'était son équipage. L'écran montra des vues internes du Liberty pendant la bataille. Les membres d'équipage humain travaillaient à leur poste, tandis que des explosions secouaient le vaisseau autour d'eux. Plusieurs stations étaient en feu, mais les humains continuaient leurs tâches comme si de rien n'était. Leur ingénieur en chef était Tom Brady. Lorsque la salle des machines fut éventrée et remplie de gaz toxiques, il mit un masque respiratoire et continua de travailler. Lorsque le conduit d'alimentation principal explosa et lui sectionna la jambe, il rampa vers les commandes de secours et rétablit l'alimentation tout en se vidant de son sang. L'enregistrement montrait Brady se traînant sur le sol de la salle des machines, laissant une traînée de sang alors qu'il atteignait les commandes d'urgence. L'officier d'armement était Kate Miller. Lorsque sa station explosa et mit le feu à son uniforme, elle éteignit les flammes et continua de tirer. Elle était brûlée sur plus de 60% de son corps, mais elle ne cessa jamais de cibler nos vaisseaux. L'écran montrait Miller à son poste, son visage et ses bras couverts de brûlures, sélectionnant calmement des cibles, tandis que les médecins tentaient de soigner ses blessures. Le capitaine Morgan elle-même fut blessé 3 fois pendant la bataille. Des éclats d'obus provenant d'une blèche dans la coque, un bras cassé suite à l'explosion d'une console, et un traumatisme crânien qui la laissa partiellement aveugle. Elle commanda le vaisseau pendant 6 heures supplémentaires dans cet état. L'enregistrement montrait les derniers instants de la bataille. Le Liberty était très endommagé, rejetant de l'atmosphère et des débris, mais continuait de se battre. Seulement 3 vaisseaux Qatar restaient opérationnels. La dernière transmission du capitaine Morgan fut destinée à la surface de la planète, déclara Sixième d'une voix basse. L'écran montra Morgan sur le pont du Liberty. Du sang coulait sur son visage, depuis sa blessure à la tête et son bras gauche pendait, inerte, le long de son corps. Mais elle souriait de ce même sourire humain terrifiant. Elle déclara « New Haven, ici Liberty. Le ciel est dégagé. Dites à la Terre que nous étions là. Dites-leur que nous avons tenu la ligne. » L'enregistrement se termina avec l'explosion du Liberty, alors que son réacteur était surchargé, emportant avec lui le dernier cuirassé Kedvar. Sixième se tourna pour faire face au conseil, son bras mécanique crépitant sans cesse. C'est ainsi que j'ai perdu mon bras et ma légion dans l'explosion d'un vaisseau humain dont le capitaine préféra la mort à la retraite. La salle resta silencieuse un long moment. Et la colonie, New Haven, a survécu. 50 000 humains avaient vaincu la totalité de la 47e Légion d'assaut et la majeure partie de la flotte. L'arme à fusion du Dr Park avait neutralisé nos vaisseaux, et le capitaine Morgan avait anéanti le reste. Zixata regarda directement chaque membre du conseil. Mais ce n'était pas la fin de l'horreur. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité sur ce à quoi nous étions réellement confrontés. Zixtera resta silencieuse pendant plusieurs instants, son bras mécanique enfin immobile. Les étincelles avaient cessé, mais sa carapace endommagée reflétait toujours les lumières de la chambre comme un puzzle de miroirs brisés. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix portait un tel poids de frayeur que même les plus intrépides membres du conseil en furent ébranlés. « Après la bataille, j'ai été découverte flottant parmi les débris de mon vaisseau amiral, commença-t-elle. Grièvement blessée,
à peine vivante. Les humains auraient pu me laisser périr dans l'espace. Au lieu de cela, ils m'ont secouru. Le premier conseiller Voss se pencha en avant. Ils vous ont fait prisonnière. Non, ils m'ont emmené dans leur installation médicale et m'ont sauvé la vie. L'écran de visualisation s'alluma une dernière fois, révélant l'intérieur d'un hôpital humain. La scène était propre et lumineuse, un contraste frappant avec la colonie ravagée par la guerre qu'ils avaient vue précédemment. Le docteur Lisa Park a personnellement traité mes blessures. La même humaine qui avait détruit la moitié de notre flotte s'efforçait maintenant de me maintenir en vie. Elle a passé 3 jours à m'opérer pour réparer mes organes endommagés et m'équiper de ce bras prothétique. Zixtera leva son membre mécanique, l'appareil rudimentaire produisant un léger cliquetis. Pendant ma convalescence, j'ai eu accès au réseau d'information humain. Je pensais pouvoir recueillir des renseignements sur leurs capacités militaires. Ce que j'ai découvert à la place, c'est la vérité sur ce que nous avions réellement attaqué. L'écran montra des fichiers de données humaines défilant. Registres militaires, statistiques démographiques, rapports industriels. New Haven n'était pas une colonie humaine majeure. C'était une colonie frontière à peine âgée de 5 ans. Les 2000 soldats que nous avons combattus n'étaient pas des troupes d'élite. C'était une force de garnison de base, avec un équipement standard. Plusieurs membres du Conseil firent entendre des sons d'incrédulité. Les civils étaient exactement ce qu'ils semblaient être. Des fermiers, des mineurs, des ingénieurs, des enseignants. Ils n'avaient aucune formation militaire spéciale, aucune arme avancée, aucune technologie secrète. Alors comment ont-ils vaincu votre légion? Les yeux composés de Zixta se fixèrent sur quelque chose au-delà des murs de la chambre. Parce que chaque humain est un guerrier en puissance. Leur espèce entière est bâtie sur la notion que n'importe qui pourrait avoir besoin de se battre à tout moment. Ils appellent cela la guerre totale, l'idée que chaque membre de leur société fait partie de leur armée, qu'ils portent un uniforme ou non. L'écran montra des images de colonies humaines sur des dizaines de mondes. Chacun semblait paisible et civil, mais Zixter avait appris à percevoir l'infrastructure militaire cachée. Chaque colonie humaine a des plans défensifs. Chaque civil sait utiliser des armes et fabriquer des explosifs. Chaque enfant apprend la tactique et la stratégie dans le cadre de son éducation de base. Il camoufle l'entraînement militaire en jeu et en sport. Elle désigna des séquences montrant des enfants humains jouant à ce qui ressemblait à des jeux inoffensifs. Cela ressemble à une activité récréative, mais observez leurs mouvements. Ces jeux enseignent les tactiques de petite unité, la manipulation des armes et la communication sur le champ de bataille. Au moment où un humain atteint l'âge adulte, il a été inconsciemment entraîné à la guerre. Les implications s'abattirent sur le Conseil comme une ombre glaciale. « Combien de monde les humains contrôlent-ils » demanda Bellows doucement. « Plus de 200 colonies confirmées. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante. » Quelle est la partie la plus effrayante? Le plus effrayant, c'est qu'ils se préparent au contact galactique depuis 300 ans. L'écran montra des documents historiques humains, des plans militaires, des dossiers de développement technologique, des analyses stratégiques. Ils ont détecté nos sondes d'exploration il y a des décennies. Ils nous ont étudiés, ont appris nos langues, ont analysé nos tactiques. Pendant que nous les considérions comme primitifs, ils construisaient une civilisation spécifiquement conçue pour nous combattre. Zixatara activa un nouveau fichier montrant des statistiques de population humaine. New Haven comptait 50 000 habitants. La population humaine totale sur tous les mondes est de plus de 40 milliards. Si 50 000 fermiers et mineurs ont pu détruire la 47e Légion d'assaut, que pourraient faire 40 milliards d'humains préparés à toute notre armée? La salle tomba dans un silence mortel. Mais les chiffres ne sont pas le pire, continua Zixer. Le pire, c'est leur psychologie. Les humains ne se battent pas pour gagner du territoire ou des ressources. Ils se battent pour protéger leur mode de vie. Chaque bataille est existentielle pour eux. Chaque conflit est une guerre totale. Elle se tourna pour faire face directement au Conseil. Nous avons conquis 47 espèces à travers la galaxie. Toutes se sont rendues face à une force écrasante. Toutes ont accepté la défaite lorsque la victoire est devenue impossible. Les humains ne comprennent pas ces concepts. L'écran afficha le dernier message du capitaine Morgan à bord du Liberté mourant. « Dites-leur que nous étions là. Dites-leur que nous avons tenu la ligne. » Elle n'essayait pas de gagner une bataille ingagnable. Elle envoyait un message à d'autres humains
pour leur dire que c'est ainsi qu'ils devaient se battre. Mourir avant de reculer. Se battre jusqu'au dernier souffle. Faire payer l'ennemi pour chaque centimètre. Zixa recommença à faire les 100 pas, ses pas résonnant dans la chambre silencieuse. J'ai passé 6 mois à récupérer sur New Haven. Pendant ce temps, j'ai observé comment les humains vivent. Ce ne sont pas une espèce guerrière comme les Kdvar. Ils préfèrent la paix et la coopération. Mais lorsqu'ils sont menacés, ils deviennent quelque chose de complètement différent. Que voulez-vous dire? J'ai vu une femme humaine nommée Sarah enseigner aux enfants à lire et à écrire. Elle était douce et patiente, dédiée à l'éducation et au savoir. Mais lorsqu'un animal sauvage a menacé l'un de ses élèves, elle l'a tué à main nue sans hésitation. L'écran montra des images de sécurité de l'incident. Une enseignante humaine se transformant d'éducatrice en tueuse en quelques secondes, puis reprenant sa leçon comme si rien ne s'était passé. Chaque humain possède cette capacité. Ils peuvent passer de civils pacifiques à guerriers mortels instantanément, puis revenir aussi vite. Ce sont les espèces les plus dangereuses que j'ai jamais rencontrées, parce qu'elles cachent leur vraie nature jusqu'au moment où elles en ont besoin. Zixtera s'arrêta de marcher et regarda directement Vélos. Pendant que je récupérais, d'autres vaisseaux humains sont arrivés à New Haven. Pas des vaisseaux militaires, des vaisseaux de transport civil transportant des fournitures et des bénévoles pour aider à la reconstruction. Mais j'ai reconnu les motifs de conception. Qu'avez-vous reconnu? Ces navires civils avaient les mêmes modifications de coque que le Liberté, les mêmes supports d'armes, le même blindage, les mêmes systèmes tactiques. Chaque navire marchand humain est un navire de guerre déguisé. Les implications étaient stupéfiantes. Si les navires civils humains étaient en fait des navires militaires, leur véritable force de flotte était impossible à calculer. Les humains ont joué un jeu de tromperie de plusieurs siècles, continua Zixter. Ils paraissent faibles et divisés, avec de multiples gouvernements et des intérêts concurrents. Mais sous cette façade se cache une espèce unifiée se préparant à la guerre galactique. Elle activa une dernière image sur l'écran, un document diplomatique humain. Pendant que j'étais sur New Haven, ce message est arrivé de la Terre. Il était adressé au Conseil galactique, demandant un contact diplomatique formel. Le document semblait être un protocole de premier contact standard, poli et pacifique. Mais j'avais appris à lire le sous-texte humain. Ce n'était pas une demande de contact pacifique. C'était un avertissement, que l'humanité était prête à prendre sa place sur la scène galactique, et qu'elle s'attendait à être traitée d'égal à égal. Zixter fit face aux aliens assemblés une dernière fois. Je suis la seule survivante de la 47e Légion d'assaut, parce que les humains m'ont permis de survivre. Il voulait que j'apporte ce message au Conseil. L'humanité ne peut pas être conquise, parce qu'elle ne craint pas la mort. On ne peut pas négocier avec eux depuis une position de force, parce qu'ils ne reconnaissent aucune autorité plus grande que leur propre survie. Elle leva son bras mécanique, le dispositif prothétique scintillant dans les lumières de la chambre. Ils m'ont donné ce membre de remplacement en cadeau, non par gentillesse, mais comme un rappel. Chaque fois que je bouge ce bras, je me souviens de ce qui arrive quand on menace les humains. La chambre resta silencieuse, alors que le poids de son témoignage s'abattait sur le Conseil. « Que recommandez-vous » demanda Bélos finalement. « Envoyez des diplomates, pas des soldats. Offrez l'alliance, pas la conquête. Car si nous faisons de l'humanité nos ennemis, nous brûlerons tous ensemble. » Ils ont passé 3 siècles à se préparer pour cette guerre, et ils l'accueillent. Zixatara commença à marcher vers la sortie de la chambre, son bras mécanique cliquetant à chaque pas. La 47e Légion d'assaut a appris trop tard que les humains ne se battent pas seulement pour gagner. Ils se battent pour s'assurer que quiconque les menace se souviendra du prix pour toujours. En atteignant la porte, elle marqua une pause et regarda en arrière. Ils arrivent dans cette chambre demain. Une mission diplomatique, menée par l'ambassadeur John Hayes. Ils sont au courant de ce témoignage. Ils sont au courant de ce conseil. Ils ont toujours su. La porte se referma derrière elle, laissant le conseil dans un silence sidéré. Dans la galerie d'observation au-dessus, une silhouette vêtue de vêtements humains observait les délibérations avec une satisfaction silencieuse. L'ambassadeur John Hayes avait été dans la chambre tout le temps, écoutant chaque mot. Alors qu'il se levait pour partir, il parla doucement dans un appareil de communication. « Contrôle de mission. Ici Hayes. Le message a été délivré. Ils comprennent la situation maintenant. » La réponse fut immédiate. « Accusé de réception, ambassadeur.
Bienvenue dans la communauté galactique. Ace sourit, ce même sourire humain terrible qui avait hanté les rêves de Zigzata, et s'éloigna dans les couloirs du pouvoir, prêt à négocier la place de l'humanité parmi les étoiles depuis une position de force gagnée par le sang et le sacrifice sur une petite planète coloniale appelée New Haven.